Très bien. Donc, nous n'allons pas tarder à démarrer. Il est 18 heures. Bienvenue à ce webinaire. Comment bien choisir son écran pour la photo et où on va s'intéresser en particulier aux notions de résolution, mais aussi de taille d'écran. On ne va pas couvrir tous les aspects, mais c'est comment choisir son écran et notamment donc taille et résolution. Avec nous ce soir, Alexandre De Vries, qui va nous expliquer un petit peu son parcours et puis ensuite qui va faire sa présentation. On fera une petite pause entre guillemets publicitaire avec les offres spéciales liées à ce webinaire et on terminera par une session questions-réponses. Alexandre, je te laisse la parole. Et Merci Hervé. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question qu'on se pose tous, hein. On a tous la même passion. Comment bien choisir son écran pour la photo? Moi, je m'appelle Alexandre Devriès, je suis retoucheur photo et comme vous, hein, je suis passionné par l'image. J'y reviens dans quelques minutes où je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, mais en attendant, je tiens à vous proposer le programme pour bien comprendre donc comment bien choisir son écran pour la photo. On va se pencher sur des notions qui sont assez importantes, je trouve, hein, quand on cherche à répondre à cette fameuse question, comment bien choisir son écran? La résolution et les DPI. Qu'est-ce que la résolution? Qu'est-ce que les DPI? On va parler aussi de format. Si on parle de résolution, on va parler aussi de format. HD, Full HD, QHD, 2K ou 4K. On parle beaucoup de 4K actuellement, hein. On va essayer de revenir sur des plus petits formats pour se faire la main justement sur ces fameuses dimensions. Quel écran pour la photo? Est-ce qu'il y a des écrans qui sont plus destinés pour la photo ou bien d'autres écrans qui sont destinés là pour la vidéo, donc pour les vidéastes? Et on finira donc par quelles sont les tailles réelles des écrans. On nous parle beaucoup de pouces, mais bon, nous on est quand même habitués au centimètre. On va donc voir ce que ça représente vraiment. Alors comme je vous l'ai dit, je tiens quand même à me présenter, c'est important, on va passer un petit moment ensemble et je pense que vous devez tout simplement vous demander qui est en train de me parler. Alors moi je m'appelle Alexandre Devriès, je suis infographiste 3D en 2008, ensuite j'ai été donc designer textile en 2014 et retoucheur photo en 2016 et on peut dire que je suis un petit peu un touche-à-tout, hein. Dès qu'on aime l'image, dès qu'on est passionné, de toute manière, on cherche à en savoir un petit peu plus et à en faire un petit peu plus. Donc voilà, je suis vraiment passionné par l'image, par le pixel même, et j'ai créé à peu près toutes sortes d'images. Et d'ailleurs, bon, je n'ai pas fini et je cherche toujours à apprendre, à progresser, à en savoir un petit peu plus pour, si possible, fournir donc des meilleures images pour la communication des marques. Je travaille actuellement donc sur Paris, en région parisienne, donc en France. Je suis un grand fan de retouches et de montage photo, c'est vraiment mon dada. Photoshop, c'est vraiment mon outil numéro un. J'utilise quand même d'autres logiciels, mais voilà, j'ai fait mon choix et je peux dire qu'actuellement, en tout cas, Photoshop, c'est vraiment le logiciel que je préfère car il permet de faire un maximum de choses sur une photo et je continue encore d'apprendre, le logiciel continue de me surprendre. Et j'ai une grande passion, hein, c'est la retouche photo. Du coup, je partage mes tutoriels sur Internet depuis 2015. Voici d'ailleurs une image que j'ai créée il y a quand même 2 ou 3 ans et le photomontage, hein, c'est une grande passion, la retouche photo, j'adore ça et je me suis posé, comme vous je suppose, 1 milliard de questions. C'est tout à fait normal quand on s'intéresse à quelque chose, ici l'image, forcément on souhaite en savoir plus pour être, meilleur si possible, hein. Donc voilà, ça fait beaucoup de questions que l'on se pose, c'est tout à fait normal, dites-vous que c'est une bonne chose. Plus vous aurez d'interrogations, plus vous allez vouloir y répondre et mieux c'est. Et comme vous, hein, je me suis posé cette fameuse question, tôt ou tard, on y vient. Quel est le meilleur écran? Mais est-ce la bonne question? Voici une autre image que j'ai créée il y a aussi quelques années. Voilà, on va commencer à se poser d'autres questions. À partir de cette première question, d'autres questions vont en découler et surtout 3 questions majeures. Quel est le meilleur écran pour la photographie? Quelles sont les tailles d'écran d'ordinateur? On est habitué à la télé, d'accord, mais nous, on va travailler sur ordinateur. Quel est mon budget pour un écran?
Ça aussi, on a tendance à faire abstraction car on souhaite tout simplement se faire plaisir et c'est tout à fait normal. Mais voilà, il faut aussi peut-être y aller progressivement et ça passe aussi par ces questions-là. Encore une autre image que j'ai créée il y a un peu plus, ouais, plus récemment quand même. Il convient de reformuler et d'affiner ces trois questions majeures. Quel est le meilleur écran pour mes photos? Pas les photos que je vois un petit peu partout dans la rue, sur Instagram ou ceux de mon voisin que j'adore, ou de mon photographe préféré. Quels sont donc les meilleurs écrans pour mes photos? Un 27 pouces, c'est combien de centimètres? Un pouce, d'accord, je sais ce que c'est. Est-ce que je dois mettre mon pouce sur l'écran pour compter le nombre de centimètres, pour compter qu'est-ce que je dois compter, qu'est-ce qu'un pouce, qu'est-ce que je dois compter, la largeur, la hauteur ou la diagonale, on y reviendra. Est-ce que j'ai vraiment la place aussi? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherche à se faire plaisir, mais bon, on a tendance à voir un petit peu trop gros, trop grand, surtout quand on a la folie des grandeurs. Quand on est passionné, on l'a en tout cas. Est-ce qu'on a vraiment la place pour un grand écran? C'est une passion, hein? C'est normal, il y a d'autres questions qui viennent. On a ces trois questions-là, d'accord? Mais bon, il y a d'autres questions qui vont venir. Par exemple, quelle est la différence entre un écran brillant et un écran mat? Qu'est-ce qu'une dalle IPS? Qu'est-ce qu'un gamut? Quelle est la différence entre le sRGB et le Adobe 98 ou encore le Profoto pour ceux qui connaissent? Quelle est la différence entre la HD et la QHD? Quelle est la différence entre la 2K et la 4K? La 4K on connaît, mais bon, la 2K on n'en parle pas trop. Pourtant, on l'utilise énormément. Donc, bon, on le sait, hein, on l'a compris, ça fait quand même beaucoup de questions. L'objectif donc de ce webinaire est tout simplement de démystifier toutes ces informations techniques. Car oui, c'est technique, il y a des chiffres, on va essayer de se faire la main donc avec ces chiffres. Ce que je vous propose avant tout, pour ceux qui me connaissent en tout cas, pour ceux qui suivent mes tutos, on essaye de faire le plus simple possible, on essaye de se concentrer sur l'essentiel avant tout. Alors, Je regardez. t'interromps juste quelques instants. Donc, on Oui. est passé à un peu plus de 120 participants et tu as des messages de personnes qui te connaissent, d'autres personnes qui sont connectées depuis Bruxelles, la Belgique ou un petit peu partout en France. Et bien entendu, en complément de tout ce que tu viens de dire, j'insiste sur un point, c'est aussi intéressant de savoir que beaucoup de photographes s'intéressent à la photo, mais aussi à la vidéo. Et on abordera aussi ce sujet. Est-ce qu'il y a des écrans qui sont bien pour les gens qui font que de la photo? Est-ce qu'il y a des écrans qui sont plus adaptés si on fait photo et vidéo, bien entendu? Et je te laisse reprendre tout de suite. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, je vous invite, avant d'aller plus loin, à juste regarder cette image et à observer l'écran. Regardez bien ce qui se passe. Il n'y a aucun affichage, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de logiciel ouvert, rien. Et pourtant, on a quand même un affichage sur l'écran où on peut clairement discerner une silhouette, une petite bouteille, et on ne peut pas passer à côté de cette fenêtre hein, qui vient rajouter donc des brillances, de la luminosité sur notre écran. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, commençons simplement, posons les bases. Ici, il y a clairement quelque chose qui nous gêne. La surface est essentielle pour visualiser une image. Les écrans brillants sont séduisants, mais voilà, ça augmente la fatigue oculaire. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement essayer de faire abstraction de ces reflets-là. Qui n'a jamais vu comme ça quelqu'un faire gauche-droite comme ça pour essayer de visualiser correctement son écran? Ou tout simplement de mettre la main comme ça sur l'écran pour éviter donc cette luminosité parasite. Ça augmente du stress, ça augmente de la fatigue oculaire. Tout ça, faut le prendre en compte car quand on se lance dans une retouche, on n'y passe pas 5 à 10 minutes. On se lance sur une vraie séance qui peut durer 2, 3 heures, voire 6 heures, voire 9 heures, plusieurs jours d'affilée. Et tout cela, faut y penser, il faut vraiment penser à son environnement de travail. Et la base, hein, bien sûr, c'est l'écran. Donc, les écrans mat réduisent les reflets indésirables. Vous devez vous projeter là-dessus qu'il faut éviter tout ce qui est reflets parasites, tout ce qui va vous gêner, qui va
enclencher une fatigue oculaire et par la même occasion du stress. Regardez bien cette photo, ce vieil écran. Les écrans utilisent différentes technologies d'affichage permettant un rendu qualitatif global de l'image, même en regardant l'écran sur le côté. Je vous l'ai dit, on se balade à gauche à droite déjà pour éviter les reflets, mais on va aussi se concentrer sur l'angle de vision. Les dalles TN, IPS et OLED sont les plus connus et les plus répandus. On va essayer de bien comprendre ces trois dalles-là, il en existe d'autres, mais on va essayer de faire très simple. Chacune possède donc des avantages et des inconvénients, forcément. Ça, il faut le prendre en compte. Sur l'image à droite, on a déjà une prévisualisation sur la dalle VA. J'y reviens dans une seconde. Avant, on va se pencher sur une dalle très très connue, très très utilisée, la dalle TN. Twisted Nematic, voilà, désolé pour l'accent, ont la particularité de faire varier la position des cristaux liquides rapidement, idéal pour les gamers. Donc, la dalle va tout simplement proposer un taux de rafraîchissement rapide. Néanmoins, bah voilà, il y a un inconvénient, c'est que le contraste, il est moyen. Ensuite, il y a la dalle donc VA, Vertical Alignment, propose un fort taux de contraste, un bon rendu des couleurs. Ah, ça nous intéresse. Et des noirs sombres, c'est super, c'est ce qu'il nous faut. Les dalles VA sont lentes par contre, et les angles de vision ne sont pas parfaits. Les angles de vision sont très importants, hein. Ensuite, on va pouvoir passer à cette fameuse dalle IPS que vous avez sûrement déjà entendu parler. Pour in-plane switching, qui affiche un très bon rendu des couleurs, super, ça c'est bon, et dispose de larges angles de vision, ça aussi, on peut cocher. Les dalles sont plus lentes, d'accord, que les dalles TN. Bon, nous on n'est pas gamer, hein, on se concentre sur une image pendant des heures, donc bon, je pense que c'est l'idéal pour les professionnels de l'image. Ensuite, il y a les dalles OLED, hein, que vous avez sûrement aussi entendu. Organic Light Emitting Diode qui offre un excellent rendu des couleurs. On peut cocher. Le contraste est élevé, super. Et les noirs profonds, magnifiques. Qui offrent aussi un taux de rafraîchissement rapide. Mais bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les dalles OLED. Au niveau des prix, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Alors, on y vient. La résolution et les DPI. Je vous invite d'ailleurs à prendre un petit carnet de notes, une petite feuille pour noter tout simplement, pour prendre des notes, ça peut aider. Alors, bon, la notion est récurrente, on entend beaucoup parler de résolution. On va essayer de se pencher un petit peu plus sur le sujet, histoire de comprendre un petit peu de quoi on parle. Alors, bon, on a nos écrans, on a différents écrans, forcément on a différentes résolutions. Déjà, on a des résolutions différentes sur nos écrans, mais en plus sur nos images. Alors forcément, on se penche sur la résolution quand il s'agit d'affichage web, à savoir sur nos écrans d'ordinateur, sur notre télé aussi, quand on fait du cast, du Chromecast, ou encore sur notre smartphone, sur nos téléphones, mais aussi sur les tablettes. Ça fait quand même pas mal d'écrans, hein. Et bien sûr, sur le tirage d'art. Si vous êtes fan comme moi de l'image, forcément, tôt ou tard, un jour ou l'autre, vous allez vous faire plaisir et tirer donc votre photo sur un beau papier, l'encadrer, la mettre sur votre mur et peut-être même faire encore d'autres tirages. Et là, vous allez tester peut-être différents papiers, différents imprimeurs. D'ailleurs, ça, je vous le recommande, hein. Ne faites pas tout chez le même imprimeur. Testez un petit peu le travail de chacun. Donc voilà, le tirage d'art, forcément, c'est important quand on parle de résolution. On entend parler de DPI, de pixels et de points, de densité de points et de densité de pixels. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la nature d'une image, c'est avant tout sa définition. Et ça commence par la taille, à savoir largeur et hauteur. Ça, c'est des mesures qui nous parlent. Ensuite, on a le nombre de pixels. Déjà, bon, c'est un peu plus compliqué comme notion. Ce qu'il y a de bien dans Photoshop, c'est qu'il propose un outil assez pratique pour se faire la main avec les dimensions et surtout pour redimensionner un petit peu ces images. Pour ça, je vous invite à aller dans Images, taille de l'image. Travaillez d'abord avec cette notion de largeur, hauteur en pixels
Faites la conversion aussi en centimètres. Et ensuite, penchez-vous sur cette notion de résolution qui, elle, s'exprime en pixels par pouce. Si tu veux, on est bien au niveau du timing et si tu veux, faire J'allais te le poser la question, est-ce petit que tu penses qu'on exercice, peut basculer sur Photoshop pour faire un petit test? ouais, le montrer Ouais, en live. très bien. Alors écoutez, j'ai une petite image ici vraiment, vraiment petite. Ici, je suis sur un zoom à 66%. Déjà, ça me dit que la taille est un peu petite. Comment on fait pour découvrir la taille? Déjà, petite astuce que je peux vous donner, une astuce visuelle très simple, c'est déjà de faire CTRL R ou commande R pour ceux qui sont sur Mac. Et là, vous avez une règle qui va s'afficher où vous allez pouvoir mettre des petits repères. Et regardez bien ce qui se passe sur l'axe X. J'ai des petites notions PX, qui veut dire donc pixels. Je vous invite tout simplement à vous faire la main comme ceci et à essayer de mesurer certaines parties de vos images, notamment peut-être sur un portrait, sur le visage. Pour aller plus loin, bien sûr, hein, je vous invite à basculer donc dans ce fameux onglet Images et à sélectionner l'option taille de l'image, raccourci Alt CTRL I ou option commande I pour ceux qui sont sur Mac. Pardon. Les raccourcis, c'est essentiel pour un meilleur workflow. Alors, on a une petite boîte de dialogue qui vient de s'ouvrir où on a cette taille, largeur et hauteur, on voit bien que c'est une petite taille, hein, 640 pixels sur 800 pixels. Et ensuite, on a cette fameuse résolution 72 dpi, ce fameux 72 dpi hein, versus 300. Voilà, donc ici on va faire très simple et le petit jeu que je vous propose, c'est tout simplement de tester largeur pixel. Vous allez basculer en centimètres. Ah, déjà ça, centimètres, ça me parle. Donc je sais que 640 pixels, ça vaut 22,58 centimètres. Ah, regardez ce qui se passe, il m'a direct donné ma hauteur, c'est super. On sait que 800 pixels, c'est 28 cm,22. Très bien. Vous pouvez bien sûr basculer en pouces pour vous faire la main, comme ceci. Basculer régulièrement de pixels, pouces, centimètres. Voilà. Et ensuite, on a donc cette résolution qui, elle, s'exprime en dpi, 72 dpi, pixels par pouce. Donc, j'ai 72 pixels sur un pouce. On verra combien mesure exactement un pouce juste après. Je vous le dis, ça fait 2,54 cm. Ça tombe bien, hein, parce qu'on va pouvoir basculer en centimètres ici. Donc, on va faire un petit jeu. Imaginons, bah, déjà, on va réinitialiser. On va y retourner. Image, taille de l'image. Donc, je récupère mes mesures de base. Imaginons que ma résolution, elle, fait 1 pixel. Tiens, je passe sur une largeur à 9 pixels et une hauteur à 11 pixels. Imaginons maintenant que mon pouce, lui, passe en largeur 1 pouce, voilà, ce qui me donne proportionnellement avec l'homothétie, j'entends la hauteur 1,25 pouces, super. Qu'est-ce que ça va faire en centimètres? Hop, bah, je vous l'ai dit, 1 pouce égale 2,4 cm. Et donc basculer ensuite, par exemple, sur 10 pouces, sur 150, regardez ce qui se passe. La notion de centimètre, elle, ne bouge pas. Alors qu'en pixels, là, j'ai pris 150 pixels. Si je reviens sur 1 pixel par pouce me donne donc 1 pixel en largeur et 1 pixel en hauteur. Si je bascule en centimètres, je retrouve donc 0,394. Voilà, bon ça, vous ne pouvez pas trop vous attarder dessus. Ce que je vous invite vraiment, c'est à faire ce petit jeu-là et à tester donc ce que ça donne sur 72 pixels. Ensuite sur 300, sur 600, etc. Je pense que vous avez compris. Faites-vous la main comme ça sur vos différentes images pour bien les comprendre avant de vous lancer dans votre retouche. Et voilà, vous pouvez vous attarder sur le rééchantillonnage, tout cela. Personnellement, moi, j'en suis pas fan. Hein. Je vais pas demander à une machine de recréer des pixels qui n'existent pas. Voilà, donc on travaille avec les dimensions que l'on a. On va pouvoir revenir sur notre petite présentation. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement la définition de l'écran. Qu'est-ce que c'est? C'est la densité des pixels. Le nombre de points ou pixels que peut afficher un écran en pixels par pouce. Bien sûr, faites le travail aussi en pixels par centimètre. La définition est le produit du nombre de points selon l'horizontale par le nombre de points selon la verticale, nous dit Wikipédia. Ah,
J'ai mal à la tête. Faites très simple, encore une fois, très très simple. Le DPI, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'acronyme anglais pour dot per inch. Point par pouce, soit PPP en français. Photoshop utilise le pixel par pouce comme unité de résolution. Donc faites-vous la main avec le petit outil que je vous ai donné juste avant. Et voilà, venez travailler avec pixels, pouces, centimètres, travailler la largeur, la hauteur et ensuite la résolution. Alors, le DPI, c'est le inch, une unité de mesure anglaise. Se traduit donc par un pouce. Un inch égale un pouce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2,54 cm. Un pouce égale 72 pixels à 72 dpi par pouce. On l'a vu juste avant dans Photoshop. Donc du coup, un pouce qui doit faire 300 pixels à 300 dpi. La QHD, la 2K, la 4K. Qu'est-ce que c'est que ces lettres, ces grosses lettres? Autre question donc largement répandue lorsqu'il s'agit de définition, c'est la taille réelle. Quand je dis taille réelle, c'est la taille qui nous parle vraiment, celle qu'on utilise au quotidien. On entend parler de QHD, HD Full HD, Quad HD, 2K Ultra HD, 4K, 8K, même 6K, voilà. On peut encore aller plus loin. Ou plus bas aussi. Mais alors, quelle est la différence? Quelle est la différence sur ces fameuses tailles? On va commencer déjà simplement. Avec la HD, on connaît, et il y a aussi la Full HD, attention à pas confondre. La HD avant tout signifie la haute définition, high definition, on est tous américains, aussi appelée 720p. On peut entendre 720p, dites-vous que c'est tout simplement la HD. Attention, pourquoi j'insiste sur la 720p? Pourquoi? Parce que ça mesure 1280 pixels sur 720 en hauteur, donc c'est le nombre de pixels sur la largeur et la hauteur. Ensuite, la Full HD, aussi appelée 1080p, voilà pourquoi tout à l'heure j'insistais sur le 720p, on peut appeler la Full HD 1080. Celle-ci mesure donc 1920 par 1080 pixels. On va donc prendre la hauteur. Ensuite, on a la QHD et 2K. C'est déjà un petit peu moins connu. Pourtant, c'est des résolutions que l'on utilise souvent. Celle-ci est aussi appelée QHD ou Quad HD, à savoir donc 4 fois supérieure à la définition HD standard. La QHD mesure 2560 pixels sur 2440 pixels. Donc, le nom 2K vient simplement de la plus grande des deux mesures qui est supérieure à 2000 pixels. Ça, franchement, si ça peut nous aider, on prend. Donc 2K pour 2000, 3K pour 3000, 4K pour 4000. On va donc basculer sur la UHD et 4K. UHD d'abord pour ultra haute définition. La Ultra HD mesure 3860 sur 2160. Faites-vous la main comme ça avec ces chiffres tout doucement et vous pouvez imaginer dans votre tête ce que ça représente. Je vais vous proposer après un petit schéma pour bien visualiser ça. Mais avant, on va passer à la 4K qui est actuellement la définition la plus répandue. On n'entend que ça. La 4K, elle mesure 4096 pixels sur 2160 pixels. Ça en fait des pixels. On va donc voir ce que ça représente. On voit donc en haut à gauche le 1080, le HD, 1280 par 720 et le FHD 1920 par 1080. Petite anecdote, je me souviens quand j'étais étudiant, on devait revoir un projet à 2 ou 3 comme ça et enregistrer nos images pour ensuite les présenter après à toute la classe. Et on nous avait demandé d'enregistrer un 1280 par 720, mais bon, dans le brief, il y avait écrit fournissez un fichier HD. Donc, moi, pour moi, dans la tête, un fichier HD, c'est la taille de ma télé à l'époque, qui faisait donc 1920 par 1080 pixels. J'ai fourni donc un Full HD et non un HD. Donc, faites attention à ça quand on vous dit
HD, il faut bien que ce soit un 1280 par 720 et non pas un 1920. Voilà. La Full HD, c'est 1920 par 1080. On peut donc après basculer sur la 2K QHD qui fait donc 2560 par 1440 et ensuite la 4K 3840 et bien sûr je vous laisse imaginer la 6K pour ensuite basculer sur la 8K. Ah, petit exercice aussi que je peux vous donner à faire juste avant, si on revient ici. Quand vous vous baladez sur YouTube, essayez de visualiser par exemple vos vidéos sous différents formats. Il y a un petit rouage donc sur la timeline. Je vous invite tout simplement à cliquer dessus et à mettre donc votre vidéo en différentes tailles comme ça pour visualiser, pour bien comprendre hein, la différence. Faites un petit jeu comme ça, vous allez voir que bon, on va revenir comme ça quelques années en arrière. Je pense notamment au début de YouTube en 2005. Alors, on a parlé de taille réelle tout à l'heure, 24, 27 pouces, 32 pouces, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on doit coller son pouce sur l'écran pour compter comme ça le nombre de pouces en largeur, en hauteur? Ça va faire quand même beaucoup de pouces, hein. Alors, la taille d'écran déjà, on le sait, se mesure en pouces. Ok. Sauf que les pouces, bon, ça ne nous parle pas vraiment. Dites-vous que vous n'allez pas calculer la largeur ni la hauteur, vous allez calculer cela sur la diagonale. La diagonale donc de votre écran, vous prenez le coin gauche en bas à gauche et vous remontez en haut à droite. Ou l'inverse, si vous le souhaitez. Nous avons vu que précédemment, un pouce égale 2,54 cm. 24, 27, 32 pouces, on se doute bien voilà, que le 32 est quand même plus grand que le 24. Hein. Mais bon, on souhaite quand même avoir des mesures précises pour se représenter la surface. Les tailles d'écran sont affichées en pouces. Quelle est la taille vraiment d'un 27 pouces? Je vous ai préparé ici un petit panneau hein, très simple. On a donc la diagonale en pouces sur la gauche, 24 pouces, qui va donc nous donner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la diagonale, qui s'exprime en centimètres, 61 centimètres. Et ensuite, en largeur hauteur, on peut vérifier ça, donc 53,1 fois 29,9 cm. Largeur hauteur, pour moi, ça fait quand même beaucoup de chiffres. Hein. Penchez-vous uniquement sur la diagonale en centimètres. Faites encore une fois très simple. Le 27 pouces, on sait que c'est 68 cm. Le 32 pouces, c'est 81 cm. Donc là, déjà, on peut quand même bien visualiser la différence. Hein. Et encore une fois, faites très simple avec des chiffres. Penchez-vous sur la diagonale en pouces et la diagonale en centimètres. Alors, on a vu pas mal d'informations. On va se faire une petite récap. Déjà, dans un premier temps, l'écran mat permet d'éviter les reflets indésirables. Vous devez éviter tout ce qui est parasite. Hein. Vous devez vous créer votre environnement de travail. D'ailleurs, on ne l'a pas parlé, mais les casquettes, aussi appelées visières, permettent donc de se créer un environnement propice à la retouche et de faire abstraction de toute lumière parasite. On arrive ainsi en fait à bien distinguer l'arrière-plan du premier plan. Vous avez une sorte de bulle noire autour de votre écran, vraiment idéal je trouve pour la retouche, ça permet de vraiment bien s'isoler. Ensuite, il y a la dalle donc IPS qui affiche un excellent rendu des couleurs, qui est certes un petit peu moins rapide, mais bon, c'est pas bien grave, en tout cas pour nous, ce que l'on souhaite faire en photo. La définition est la taille en centimètres et la résolution. Ces deux informations-là sont liées. Je vous invite donc à travailler avec différents imprimeurs et bon, les trois quarts du temps, ils devraient vous demander donc la taille de votre photo en centimètres, mais ça peut arriver que ces derniers voilà, peuvent vous demander en résolution. Ces deux informations sont liées et je vous invite vraiment à faire différents tirages à différentes résolutions. Déjà, si vous avez une imprimante maison, je vous invite à vous faire plaisir avec. Et après, voilà, chez votre imprimeur, essayez d'avoir une bonne relation avec lui pour lui poser un maximum de questions, histoire d'en savoir aussi un petit peu plus sur vos attentes, sur vous. Hein, c'est vos photos à vous. Vous devez être capable donc d'avoir des attentes. La résolution est le nombre de pixels par pouce. Faites le travail en centimètres pour vous faire la main. Ce sont donc des dpi, dot per inch, point par pixel en français. Alors la Full HD, c'est la mesure à connaître pour moi pour bien commencer, c'est le 1920 par 1080 pixels. À pas confondre donc avec la HD standard, hein, 1080 par 720. Ensuite, il y a la taille au-dessus, hein.
La QHD qui mesure 2560 pixels par 1440 pixels. Ça se rapproche vraiment des mesures que j'utilise sur mes photos. Je travaille en 2K, surtout quand je poste sur Instagram. J'ai des petits presets qui me permettent donc d'exporter très très rapidement en 2K, idéal donc pour Instagram. Et en plus de ça, je peux mettre une résolution à 72 dpi, ce qui me permet en fait, pas, c'est clair que ça affiche pas une bonne image, mais c'est pas grave, ça me permet moi de tout simplement verrouiller un petit peu mon travail. Comme ça, je sais tout simplement que je suis le seul à disposer de la 300, de la résolution à 300 dpi. Voilà. Vous pouvez aussi donc protéger vos images ainsi. Voilà, il existe encore bien sûr d'autres astuces, mais c'est une première astuce qui est amplement, je trouve, suffisante sur Instagram. Vous pouvez aller jusqu'à 150 dpi, voilà, mais pas besoin de monter bien plus haut comme ça. Je vous le dis, hein, ça permet quand même de protéger ces images avec une faible résolution. On l'a vu, 2K donc pour 2000 pixels, 4K pour 4000 pixels. On fait très simple et on visualise ces mesures-là. Personnellement, j'ai des petits conseils à vous partager. Les écrans mat, franchement, c'est un must. Dès que vous allez goûter, c'est sûr vous allez l'adopter. Privilégiez, si vous pouvez, hein, les dalles IPS plutôt que TN. Quand je dis ça, je dis que, par exemple, si vous créez votre environnement de travail, si vous avez deux écrans, si vous changez d'écran, donc vous pouvez conserver votre ancien écran. Si c'est une dalle TN, c'est pas grave, vous le mettez sur le côté, vous l'utilisez tout simplement pour votre affichage web, les réseaux sociaux, pour gérer donc vos dossiers ou encore pour écrire des mails. Et à côté, donc sur votre écran numéro 1, vous allez mettre votre Photoshop, votre logiciel de photo ou de vidéo, ce qui vous permet donc d'avoir deux écrans, d'avoir un environnement propice au travail. Vous conservez quand même un bel affichage avec votre dalle IPS sur votre premier écran. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'espère que je vous ai passé le mot correctement. Analysez donc vos images sur différents écrans. Visualisez déjà la taille et ensuite l'affichage sur différents écrans. Quand je dis écran, c'est télévision. C'est pas que ordinateur écran 1 et écran 2, c'est aussi vos tablettes, vos téléphones, ceux de vos amis aussi. Moi personnellement, j'ai un Samsung, mais j'aime bien visualiser donc mes photos sur ceux de mes amis. J'allais dire ma copine, mais elle a un autre Samsung, mais qui a une taille aussi plus grande, donc là aussi c'est intéressant. Et voilà, dès que vous allez chez des amis, discrètement comme ça, tiens, j'ai une petite photo, est-ce que je peux te l'envoyer? Tu me dis ce que tu en penses. Et vous visualisez bien sûr votre image sur son affichage à lui. Et si vous pouvez, vous le faites basculer sur la télé, comme ça on se fait une petite projection sympathique et on regarde les images ensemble. Voilà, encore une fois, c'est pas pour en mettre plein les yeux, hein, c'est vraiment pour faire un travail d'analyse. Encore une fois, analysez vraiment vos images dans le détail. Luminosité, lumière, ok. On regarde donc nos tonalités, on regarde aussi nos couleurs, la saturation, la vibrance, tout ça. On fait le mariage des couleurs, mais on a tendance à faire abstraction un petit peu de ce travail-là, c'est-à-dire faire le travail donc sur vos mesures. Travailler en pixels, pouces, centimètres, et si vous voulez aussi en millimètres, mais bon, le travail est quand même plutôt simple, on décale la virgule. Voilà, et si vous pouvez donc mémoriser ces mesures, voilà pourquoi en début de webinaire, je vous ai conseillé d'avoir une petite note, voilà, un petit post-it. Moi, je me souviens que mes raccourcis, je les ai fait comme ça. J'ai appris mes raccourcis en m'inscrivant tout simplement 5 raccourcis clavier sur un post-it que je changeais chaque semaine. Et à chaque fois, je mettais donc un nouveau post-it avec de nouveaux raccourcis. Vous pouvez faire exactement la même chose avec ces mesures-là, surtout si vous avez l'habitude donc de les répéter, hein. Vous les inscrivez sur un post-it et dès que vous sentez que vous avez bien en tête, eh ben, vous jetez le post-it et vous mettez un nouveau post-it et vous allez voir que en une semaine, non pas en une semaine, en un mois c'est réglé. Je disais une semaine parce que bon, vous pouvez aussi changer votre post-it tous les jours hein, si vous mémorisez rapidement. Personnellement, c'est pas le cas. Voilà pourquoi je vous invite aussi à le faire au début, en tout cas tous les mois. On a tendance à pas prévoir, la place nécessaire pour l'écran. Vous devez vous créer un environnement propice à votre retouche, à votre passion. Vous vous adonnez à votre passion pendant plusieurs heures. Vous devez être à l'aise. Prévoyez donc l'écran et surtout le recul nécessaire hein, pour bien visualiser l'ensemble de votre écran. Petite astuce, vous prenez donc la diagonale de votre écran et vous la reportez donc entre vous et l'écran. C'est à peu près la mesure hein, que vous devriez avoir. Si par exemple vous êtes sur un 60 pouces, bah, vous devriez avoir cette distance-là entre vous et l'écran. 60 pouces, ça fait un petit peu grand, mais bon, il y en a qui ont des grands bureaux. Voilà, donc essayez d'être le plus à l'aise possible et ne surtout, voilà, essayez de ne pas avoir la tête dans l'écran.
Et bien sûr, pensez là aussi au transport de l'écran. On pense pas à la place, on pense pas trop non plus au transport, sauf pour ceux qui ont un petit peu l'habitude. Mais voilà, une fois que l'on a transporté son écran, on sait que on aura peut-être dû prévoir ça avant. Un 32 pouces, je sais que je ne bouge jamais. Avant, j'avais un 27 pouces. Lui, par contre, je pouvais l'emmener assez facilement chez mes clients ou chez des amis, donc pour faire des petites séances. Des longues séances aussi, hein. Je pense notamment chez le client. Hervé, je pense Merci que beaucoup j'ai pour fini tout la ça. présentation. On a pas mal de questions. Oui, Mais avant justement qu'on passe aux questions, moi je voulais vous dire que dans le cadre de ce webinaire, alors je vais peut-être mettre la caméra aussi, dans le cadre de ce webinaire, on a prévu 2 offres spéciales. Une offre spéciale de la part de laretouchephoto.com, qui est le site d'Alexandre, et si tu veux, tu peux l'afficher. Donc dans le cadre du webinaire, jusqu'au 2 juin, vous avez, si vous voulez tester un de ces tutoriels, 20% de remise sur les tutos en tapant le code LRP20 et en allant sur le site laretouchephoto.com. Alors vous verrez qu'il y a tout un choix et vous pouvez comme ça muscler ou améliorer vos compétences en photo en utilisant les formations en ligne d'Alexandre. Tu m'avais dit les prix, ça s'étale de... une vingtaine d'euros jusqu'à une centaine d'euros pour ceux qui sont Voilà. investis, hein. Parce qu'il y a des sujets qui sont bien sûr plus techniques ou plus longs à présenter. Et bien sûr, sur tous ces tutoriels, vous avez donc 20% de remise si vous avez envie de tester un des tutos d'Alexandre. Et puis le partenaire revendeur qui est associé à cet événement, puisque c'est un événement qu'on a pu mettre en place grâce à la société BenQ, eh bien, il y a un des revendeurs qui s'appelle AllPages qui a mis en place des offres spéciales sur les écrans BenQ. Et donc, ce sont des prix plus bas que ce que vous pourriez trouver, par exemple, sur Amazon ou en ligne. Pareil, c'est valable jusqu'au 2 juin. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien ici qui s'affiche et je vous l'enverrai à nouveau dans un petit message que vous allez recevoir suite à ce webinaire, hein. Vous allez recevoir ça très rapidement. Voilà. Peut-être que on peut passer maintenant, après cette pause publicitaire, aux questions-réponses. Et on va commencer par une toute simple que tu avais déjà un petit peu abordée. Quel est l'intérêt d'avoir une visière? Si l'écran il est mat, pourquoi rajouter une visière anti-reflet? Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour créer un environnement propice, hein, à la retouche. C'est pour vraiment se détacher de l'arrière-plan. Vous voyez pas un peu ce qui se passe autour de vous. Vous voyez, surtout s'il y a des lumières en plus en arrière-plan, ça va vraiment vous permettre donc de vous isoler, hein, et de vous créer donc un environnement idéal, hein, pour votre retouche avec des coins vraiment sombres. Très bien, merci. Il y a une question à laquelle je vais répondre. C'est quoi la différence entre IPS et HIPS? Alors, il faut savoir qu'il existe beaucoup de technologies IPS. Donc, IPS, c'est une technologie, c'est une famille de technologies, on va dire, qui s'appelle l'in-plane switching et pour laquelle, au fur et à mesure des années, il y a des améliorations au sein même de cette technologie. Donc, les premiers IPS, ils s'appelaient juste IPS et aujourd'hui, il y a plusieurs catégories. HIPS, c'est high, comme high quality ou haut de gamme. Vous avez les AHVA, et ce sont des écrans qui ont des comportements plus précis que des IPS, on va dire, moins qualitatifs. Alors, vous pouvez le voir, par exemple, les iMac chez Apple sont équipés de dalles E IPS, c'est un petit E. Apple appelle ça Enhanced IPS, mais bon, beaucoup de gens dans l'industrie disent que c'est économique IPS. C'est-à-dire que vous allez bénéficier de l'ouverture d'angle, mais si vous faites attention, les iMac, par exemple, sont plutôt livrés avec des écrans brillants. Donc déjà, ça c'est le traitement de la surface, mais ce sont des dalles qui affichent pas mal de couleurs, qui ont donc l'ouverture en termes d'angle de vue qui est intéressante. Par contre, ils ne sont pas aussi homogènes que les HIPS et ils n'auront pas une couverture à 99% d'Adobe RVB comme on va le trouver sur les HIPS et les IPS AHVA. Donc en allant plutôt sur des IPS haut de gamme, donc regardez si c'est H ou AHVA, vous allez avoir
des dalles qui sont plus précises. En plus de ça, il faut savoir, et c'est le cas de BenQ avec sa technologie AQ technologie, il y a une gestion de la luminance parce que votre dalle, donc, il faut qu'elle soit de bonne qualité et souvent ça va de pair avec un dispositif qui va gérer la luminance sur tout l'écran. La luminance, c'est la quantité de lumière émise par l'écran et on dit d'une dalle qu'elle est homogène quand en tout point de l'écran, si par exemple j'affichais un seul panneau gris neutre, partout le gris devrait être exactement de la même valeur. Eh bien, si vous allez sur des IPS entrée de gamme, ils n'auront pas forcément ceci. Sur les tout derniers modèles, et le plus puissant aujourd'hui, c'est le SW271C chez BenQ, vous avez une homogénéité qui est super bien réglée. Et c'est un dispositif électronique qui vient en plus de la dalle et qui vient piloter le rétroéclairage en ajustant sur des centaines de petites sous-zones sur l'écran la luminance pour que votre écran soit parfaitement homogène partout. Quand vous demandez une couleur, si elle s'affiche dans le coin en haut à droite ou dans le coin en bas à gauche, il faut qu'elle soit identique. Ça, c'est l'homogénéité. Donc les dalles HIPS, AHIPS, vous allez plutôt avoir ce genre de choses. Une question à laquelle tu peux peut-être répondre, si je fais de la retouche photo, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un écran OLED, puisque tu avais parlé de cette technologie OLED, quelles sont ses limites? Alors, bon, déjà personnellement, c'est le prix, hein, c'est pas vraiment intéressant à l'heure actuelle, je trouve, de se lancer sur des écrans OLED, sauf si on a les moyens, hein, pas de souci. Donc c'est ça Perso, surtout le frein, c'est qu'aujourd'hui ça reste très coûteux, les technologies ouais, OLED. c'est très coûteux. Et puis bon, moi j'ai souvent tendance à reproduire en fait l'environnement dans lequel je travaille aussi dans les studios. On est Mhm. tous habitués à des dalles IPS et pour un meilleur workflow, euh, voilà, je souhaite travailler dans les mêmes conditions que mes clients. Ok, très bien. Pas mal de questions sur la gamme BenQ. Alors ce que je vais peut-être faire, je vais changer le présentateur et je vais comme ça pouvoir afficher mon deuxième écran, puisque pas mal de personnes m'ont demandé que j'explique un petit peu les différences dans les écrans de la gamme BenQ. Alors, je ne sais pas si on voit ma souris. Celui tout à gauche, donc c'est le SW240, c'est un 24 pouces. Donc on est bien sur une dalle IPS, mat. Tous ces écrans, les 4 modèles sont de toute façon avec des dalles IPS mat et ils sont livrés en standard avec la visière anti-reflet. Faites attention parce que sur Amazon, parfois on peut trouver le 24 pouces un peu moins cher, puis il n'y a pas la visière. Une visière, ça vaut à peu près 75 euros. Réfléchissez quoi avant d'appuyer sur achat juste parce que c'est 20 euros moins cher. Bah oui, mais s'il y a moins de choses dedans, c'est peut-être l'explication. Il avait gagné le TIPA Award du meilleur écran photo en termes de rapport qualité-prix. Il faut savoir qu'à 24 pouces, on affiche quand même déjà une belle surface. Tu te rappelles les dimensions en centimètres ou la diagonale? Euh, c'est une bonne question. En fait, on peut afficher l'équivalent d'un A3+, donc si vous devez simuler une Oui, sortie un papier, attrape. ça vous donne une idée. Euh, mais parfois, si vous êtes comme moi, en retouche photo, vous aimez bien avoir une ou des fois deux barres d'outils. Et c'est là où c'est intéressant d'aller plutôt sur les 27 pouces. Donc si vous êtes coincé en budget ou en dimension, comme l'expliquait Alexandre, c'est très intéressant de savoir qu'il y a un 24 pouces professionnel, parce que c'est pas si évident. Il n'y a pas beaucoup d'écrans de petite taille de bonne qualité. Hein. Ça va pas toujours de pair. Donc là, on en a un. Il est à moins de 450 euros. Vous verrez que sur l'offre de Allpage, ça va même un peu plus bas que ça. Si ensuite vous voulez plus de surface d'affichage, il faut savoir que les 27 pouces, en fait, ils font que 1,5 cm de plus de haut. Par contre, il y a 8 cm de plus de largeur. Oui, Et c'est ça, donc, parce que le 24, il fait 61 cm et le 27, il fait 68, c'est ça? c'est 68 ça. cm. Mais tu vois, la diagonale, en fait, comme le format n'est pas le même, on est sur le 24 pouces sur un format 16 dixième. Sur le 27 pouces, on passe à un format 16 neuvième. Donc, il est un petit peu plus large et à peine plus haut. Donc, pas de gros gains en hauteur. Par contre, vous avez cette fameuse barre d'outils en plus pour pouvoir avoir sa photo plein pot et les outils tous sur le même écran. Pour certaines personnes, c'est très bien. Bien entendu, si vous voulez un écran qui soit en complément de votre portable, le 24 pouces reste très intéressant. Et si vous avez
de la place chez vous, ben, ça peut être le portable plus un 27 pouces. Les deux sont possibles, c'est vous qui choisirez. Un 27 pouces, comme il est plus large, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est le format préféré des professionnels de l'image parce que ça reproduit bien la vision humaine qui est plus sur la largeur et pas forcément sur la hauteur. Dans la journée, on ne se passe pas son temps à faire des hauts et bas avec sa tête. On regarde plutôt à droite et à gauche. Surtout quand on travaille l'image, il y a ce côté paysage. Le 27 pouces, il répond à ça. Il va permettre aussi, dans certains cas, de comparer deux images côte à côte. Comme il est plus large, bah forcément, c'est un petit peu plus facile. On n'a pas besoin de réduire trop la taille de l'image pour pouvoir les comparer. Si on a le budget et la place, on a le 32 pouces qui va être très intéressant aussi. Et pour expliquer la gamme, en fait, vous voyez ici tout à gauche le 24 pouces qui est le plus compact et il peut être aussi transportable hein, puisque tu en parlais. Le 27 pouces, le SW270C qui reste à moins de 800 € TTC, on est quand même sur des écrans professionnels, je répète, avec la visière anti-reflet, le calibrage hardware, ce sont des DAL IPS de type H dont je vous parlais avant, avec une très belle homogénéité. Le 24 pouces et le 270C sont des écrans qui sont principalement utilisés pour les gens qui font plutôt de la photo. Si vous faites de la photo et de la vidéo, alors, et c'est pour ça qu'on a monté ce webinaire, on va passer sur un format qui est la 4K. Et le SW271C, alors oui, il est plus cher. Pourquoi? Parce qu'il fait photo et vidéo, parce qu'il intègre aussi cette 4K. Et donc, cette résolution supérieure, il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des caméras qui sortent un peu sérieuses, comme les Blackmagic et d'autres, sont en 4K. Et si vous filmez en 4K, mais que vous avez un écran qui est que 2K, ben, vous ne voyez pas tout ce que votre caméra elle a capturé. Donc, ça peut être un peu limitant. Et aujourd'hui, la démarche, c'est si vous faites que essentiellement de la photo, vous pouvez envisager le 24 ou le 27 pouces, qui sont aussi moins coûteux. Si dès que vous envisagez de faire de la vidéo, peut-être que vous n'en faites pas beaucoup, mais que vous allez en faire, ou si vous faites 3-4 projets vidéo par an, ça vaut vraiment le coup d'aller sur la 4K. Là, vous aurez un vrai bénéfice parce que le risque que vous avez, c'est d'avoir un écran qui serait le plus faible maillon de la chaîne. Si lui, il n'est pas 4K alors que votre caméra l'est et que les structures pour lesquelles vous faites de la vidéo demandent du 4K, ben vous allez être coincé à un moment. Donc, c'est important. Et puis, donc, le 32 pouces, alors pourquoi c'est important pour la vidéo? Parce que quand on a beaucoup de surface d'affichage, si vous avez déjà fait de la post-production vidéo, vous avez votre timeline, vous avez le vector scope, vous avez le son, vous avez quand même pas mal de choses à l'écran. Il y a des fenêtres partout. Ouais, moi j'ai de plus en plus de personnes qui travaillent avec un 32 pouces plus un autre écran de contrôle pour pouvoir faire de la post-production vidéo. Donc c'est pas du tout illogique d'aller sur ces tailles. Et pour un 32 pouces de cette qualité, il reste très abordable puisqu'on est quand même nettement en dessous de 2000 euros. Il faut savoir que les écrans professionnels de ce niveau de qualité, c'était plus du double il n'y a pas longtemps. Et dans les marques concurrentes, beaucoup de personnes connaissent EIZO, qui reste très intéressant en termes de qualité. Mais on a tendance à dire qu'avec BenQ, vous avez des écrans professionnels qui s'approchent furieusement de la qualité de ce qu'on a avec un EIZO pour des prix qui sont plus abordables. Donc en termes de rapport qualité-prix, ça vaut le coup, en tout cas pour vous de regarder. Hein. Il ne s'agit pas du tout de vous influencer, mais que vous sachiez que ça existe et que ces écrans sont de très bonne qualité, légèrement en retrait d'ISO, mais avec un prix quand même plus abordable. Pour information, le 32 pouces que vous voyez ici dans les 4 écrans, il a gagné comme le TIP Award du meilleur écran photo de l'année en 2020. C'est des très bons écrans. Hein. On peut trouver un peu mieux. Voilà, c'était ça l'idée. Donc en termes de gamme, 24-27 pouces plutôt photo, le 27 pouces 4K, le SW271C et le SW321C qui est le 32 pouces. Ça, c'est des écrans qui sont bien si vous faites photo et vidéo. Et je répète, beaucoup de photographes, et notamment autour de la pandémie, se sont mis à faire aussi de la vidéo puisqu'ils ne pouvaient pas forcément faire les mêmes genres de reportages. Certains, comme ça, ont rajouté une corde à leur arc. Et pour plusieurs photographes professionnels que je connais, ça représente une partie non négligeable de leur activité. Donc, la question se pose vraiment. Ça ne veut pas dire que vous devez enlever l'écran que vous avez aujourd'hui, mais quand vous faites évoluer votre configuration, soit en complément de ce que vous avez, soit en renouvellement, ben, voilà, on voulait vous amener les informations qu'on a partagées avec vous, avec Alexandre. Les autres questions, on a des questions sur le calibrage.
tu calibres tous les combien de temps, Alexandre? Alors, ça se fait tous les 15 jours, mais quand j'ai des grosses périodes de prod, ça peut être tous les vendredis, hein. Voilà. En agence, souvent c'est une fois par semaine. La recommandation que nous on vous donne pour vous, une fois par mois, c'est déjà pas mal. Et vous allez avoir avec le logiciel que vous avez avec votre sonde de calibrage, vous pouvez le régler pour que vous ayez un rappel une fois par mois, tout simplement pour pas oublier. Qu'est-ce que ça apporte? D'abord, bien que ces écrans, et c'est le cas des écrans BenQ et des écrans haut de gamme en général, soient pré-calibrés en usine, et vous avez un rapport très précis qui vous dit exactement les spécifications techniques obtenues suite à ce test et ce calibrage, ben, c'est super. Sauf que entre-temps, l'écran, il a voyagé. Il a pris l'avion, le bateau, les camions, votre livreur Chronopost, il joue au foot avec, tout ce que vous Ce qui va voulez, défaut aussi les différences de température. et les différences de température, d'humidité, qui font que ben, votre écran, il a quand même pas mal bougé. C'est presque, pour moi, du gâchis que de ne pas le calibrer très vite après l'avoir installé. Parce que c'est plus important que vous ayez cette assurance que l'écran il est parfaitement bien réglé. Le calibrage en plus se fait par rapport à la luminosité de votre pièce et donc on va en tenir compte. Votre écran une fois qu'il est calibré, il va être nickel et vous allez avoir cet effet qui est recherché quand on calibre un écran, c'est que votre image vous soit confiée telle qu'elle est, naturelle, sans aspect flatteur, on en a parlé tout à l'heure, et sans dégradation. Donc on veut que ce que le capteur de votre boîtier a réussi à capturer, il se traduisent à l'identique sur votre écran. Et du coup, votre écran, il devient, je dirais, votre juge de paix. Meilleur ami. C'est notre meilleur ami. Ben ouais, et puis, mais en même temps, il est cruel. C'est-à-dire qu'il va vous montrer C'est ce qu'on attend peut-être d'un meilleur ami. voilà, que dans les dégradés, il y a une zone où c'est pas propre. Et ben, du coup, je vais pouvoir, en retouche, travailler dessus. Si mon écran n'était pas calibré, peut-être que je ne verrais pas des détails, par exemple dans les très hautes lumières, dans les très basses lumières, ou dans certaines teintes saturées. Et ça peut se jouer sur la gradation des tons. C'est un des gros apports du calibrage de l'écran. Puis l'autre gros intérêt, si votre écran est calibré, attention, hein, il y a des conditions, il faut qu'il soit calibré et qu'il soit capable d'afficher Adobe RVB 98, je dirais au moins à 95%, mais là on est sur des écrans qui sont à 99% proches d'Adobe RVB 98, eh bien on peut utiliser dans Photoshop la fonction format d'épreuve personnalisé, charger le profil d'impression et simuler à l'écran le tirage papier. Donc ça, c'est pas gadget, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps, de l'argent, parce que avant d'imprimer et de consommer le papier et l'encre, que ce soit votre papier et votre encre ou celle de votre imprimeur, de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra passer à la caisse, pouvoir simuler la sortie impression et regarder comment votre image, elle va s'imprimer sur votre écran, puisqu'il est calibré, c'est fait pour ça, ça va pouvoir vous donner le rendu que vous pouvez obtenir sur un papier mat, sur un papier brillant, sur un papier satiné. Et on peut même faire apparaître avec cette fonction format d'épreuve personnalisé les couleurs non imprimables. Donc si vous voyez qu'il y a des zones qui sont non imprimables parce que, par exemple, elles sont trop lumineuses ou au contraire trop enterrées, eh bien vous allez à la retouche pouvoir ajuster votre fichier par rapport au tirage que vous souhaitez obtenir. Donc tout ça, évidemment, sans avoir besoin de faire une impression et dire ah zut, c'est pas ça que je voulais, bah, du coup j'imprime à nouveau. Ouais, très bien, mais quand c'est des formats un petit peu grands, ça joue quand même. Donc calibrage, pour finir, donc la recommandation c'est une fois par mois. Pourquoi? Parce que la température, l'humidité et un certain nombre d'autres choses peuvent faire bouger votre écran. Oui, d'un mois sur l'autre, peut-être que vous n'aurez que très peu d'écart ou même qui ne sera pas visible à l'œil. Pour autant, c'est assurer que votre écran il donne toujours la même tête à vos fichiers. Et si vous faites des séries, Alexandre, imaginons que demain il décide de prendre en photo toutes les plaques d'égout de toutes les villes du monde qui sont intéressantes. Il va peut-être faire une série qui dure 2 ans, 3 ans. À chaque fois qu'il voyage, il va prendre en photo les plaques d'égout, ouais super, et celle de Tokyo avec des petits ouvriers dessus, et celle de Berlin avec un ours, et celle de Saint-Malo, vous avez les deux dogs de Saint-Malo, c'est vrai hein, tout ça. Mais quand il fait sa série, il faut absolument que sa retouche qui date de janvier de l'an dernier ou sa retouche qui sera faite en juin 2022, elle soit faite dans les mêmes conditions de lumière et d'éclairage. Et bien avec un écran calibré, j'ai déjà ça de moins à gérer et je vais pouvoir me concentrer sur mon travail de retouche. Si je dois harmoniser d'une prise de vue à une autre,
les teintes, l'effet que je vais ajouter, eh bien j'aurai cette assurance. Mon écran reste du coup neutre et toujours réglé pareil. C'est un des gros avantages. Donc l'intérêt du calibrage, des couleurs précises et des conditions de lumière qui sont toujours les mêmes. Une réduction de la fatigue oculaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un écran calibré fatigue moins l'œil. Il envoie moins de lumière, il envoie moins de lumière bleue en général. Donc ça réduit la fatigue oculaire. Puis le Alors au troisième début, c'est phénomène qui est... ouais, pardon, ouais. Ah, C'est un au peu début, tu as raison. déstabilisant, hein. C'est surprenant parce que beaucoup de personnes, plus de 95% des personnes après calibrage disent oh, c'est plus terne qu'avant. Et oui, puisque un écran non calibré, il a tendance à être trop lumineux et trop bleu. Donc quand vous le calibrez, il va être plus neutre, il va être bien, mais c'est surprenant. Ça peut prendre plusieurs jours pour s'habituer. Ça peut prendre de 2 jours à 3 semaines, suivant les personnes. Au bout de 2 jours, en général, on commence à comprendre et à voir que c'est le bon truc. Donc les gains, des couleurs précises, réduction de la fatigue oculaire. Et le troisième gain, c'est qu'un écran calibré, il consomme moins, puisqu'il envoie moins de lumière, il est moins sollicité. Et donc, ça va augmenter la durée de vie de votre écran. Donc, c'est quand même intéressant à savoir. Les fabricants d'écrans n'aiment pas que je dise ça, mais c'est vrai. Un écran bien calibré va vous durer plus longtemps. Typiquement, un écran, puisque c'est une autre question, donc là, je passe tout de suite sur cette question. La durée de vie estimée pour un écran professionnel comme ceux dont on a parlé ici. Eh bien, typiquement, ce sont des écrans qui sont faits pour durer 5 à 7 ans dans de bonnes conditions de production des couleurs de manière précise. Et après, il faut envisager de les changer. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Vous pourrez peut-être les utiliser pour faire du gaming, pour faire de la comptabilité, ok. Mais pour le travail sur les couleurs, eh bien, il arrive un moment où leurs capacités ne seront plus les mêmes. Mais en le calibrant une fois par mois, vous gagnez 1 an de durée de vie de votre écran quand même. C'est pas ridicule. Donc voilà de quoi vous donner des informations. Les tailles d'écran, on en a parlé. La 4K, donc, gros bénéfice, c'est si vous faites photo et vidéo. Si vous faites que de la photo, c'est pas obligatoire. Ça va vous intéresser parce que si par exemple vous allez zoomer dans un détail, le fait d'être avec une résolution 4K vous permettra d'aller un cran plus loin. Mais c'est pas majeur. Je répète, si vous faites exclusivement de la photo, c'est pas le critère le plus important aujourd'hui. On en a parlé. Si par contre vous envisagez photo plus vidéo, là je dis pas que c'est obligatoire, mais vraiment réfléchissez-y, ça fait partie des choix clairs aujourd'hui. Voilà. Est-ce que on prend une dernière question? Ouais. Donc les offres, je répète, c'est jusqu'au 2 juin. Et Alexandre, il y avait une question pour toi. Et quelle est la prochaine émission que tu vas faire? C'est sur La ta chaîne prochaine. YouTube, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, et normalement, il y a un nouveau tuto qui devrait sortir dans les prochains jours. Normalement, tous les dimanches. Après, ça dépend parce qu'il y a des périodes de rush et je dois me concentrer sur mes élèves aussi qui suivent aussi leur formation de leur côté sur leur plateforme. Mais normalement, c'est une nouvelle vidéo tous les dimanches sur YouTube, sur la chaîne La Retouche. D'accord. Et là, la prochaine, par exemple, ça va être quoi le sujet? C'est secret? Normalement, on est parti. Je peux changer, mais normalement, on est parti sur un RAW 3 edits. 3 edits, c'est à peu près le thème, c'est-à-dire à partir d'une photo, faire 3 retouches différentes en utilisant le logiciel Lightroom plus Photoshop. Tout ça, bien sûr, avec une retouche non destructrice. On l'a pas dit, Alexandre, bien sûr, il travaille sur tes écrans BenQ. Merci beaucoup. Merci pour ces informations et merci pour ta présentation, Alexandre. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour un autre événement en ligne. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir.